102.9 Souvenir garanti. La radio officielle du Festival d'été de Québec. Souvenir garanti. Mardi 16h, c'est l'heure. Retour. Juste pour le fun. Bonne fin de journée, bon retour. Il va y avoir des orages, il va y avoir de la pluie, mais pour l'instant, on s'en va dans le ciel, dans les astres. C'est parti! Juste pour le fun. Chantal, les astres, la lune, ça nous rend fébriles, ça nous rend amoureux. Je porte le lune, là, hein? Je pense pas. Retour. Juste pour le fun. Chantal, la première chanson qu'on apprend quand on est petit, c'est Au clair de la lune. Oui. Parce que cette chanson-là, il y a plusieurs décennies, c'était un astre important. Parce que, sais-tu quoi? On la voyait. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Maintenant, avec la lumière qu'il y a dans toutes les villes, on a de la misère à voir les étoiles, on a de la misère à voir la lune. Et il y a une période dans la vie où grand-papa et grand-maman se sont taponnés. Puis ils étaient contents parce qu'ils se voyaient dans le noir. Ouais, la Lune représentait la lune. quelque chose d'intéressant. On dit que les astres ont des influences sur ce qu'on est dans la vie. Et puis on a un spécialiste, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les yeux tournés vers le ciel, une préface d'Hubert Reeves et de Charles Tisser. Il n'a pas réussi à trouver mieux. C'est Quand même, extraordinaire, hein? Ça part bien. Philippe Moussette qui a grandi dans la région de Québec. Philippe Moussette qui... y a-tu un problème avec ses yeux, Philippe? Qu'est-ce qu'il y a donc? On pourrait lui demander. Allô, Philippe? Bonjour, Mario. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Philippe, dis-moi donc, j'ai eu l'occasion de voir les photos, de voir ton bouquin, et je te vois dès l'âge de 2 ans, il y a des lunettes d'en face. À 5 ans, ça n'a pas changé, puis aujourd'hui, t'es rendu à quoi? 40? 33. 33 ans, parfait. Et t'as plus de lunettes. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, j'ai eu un handicap visuel dès ma naissance. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai eu un handicap visuel dès ma naissance et dès mon jeune âge, ben, mes parents ont vu ça. Donc, Ils se sont rendus compte de ça. Ils étaient inquiets un petit peu. Donc, Ouais. c'est pour ça que, évidemment, là, après ça, ben là, de fil en aiguille, ben, ils se sont rendus compte que j'avais un nystagmus congénital. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est les yeux qui bougent. C'est les yeux qui OK. bougent. Ouais. Oui. Donc, les yeux qui bougent. Donc, c'est pour ça. Sans arrêt. Oui, sans arrêt. Ouais. Donc, c'est pour ça. La seule chose que je peux pas faire, dans le fond, c'est conduire. Parce que toutes les autres choses... Lire. La photo. La photo. Je suis photographe pour 2 médias, infoculture.biz et aussi le journal Le Carrefour. Donc, évidemment, un handicapé visuel, faire de la photo, faire de l'astronomie, c'est un petit peu C'est assez spécial. rare. Ouais, Donc, c'est rare. ouais, c'est très rare. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est assez spécial de ce côté-là. Mon parcours est quand même assez spécial puisque dès mon jeune âge, ben, je commençais déjà à aimer aussi les étoiles, le ciel. Et dès 8 ans, là, j'observais un peu le ciel. Puis on m'a offert un premier télescope. Ouais. Télescope entre guillemets. Ouais. Parce que on n'a jamais rien vu avec ce télescope-là. Pourquoi? Télescope jouet. Ah oui, OK, Donc, c'était pas vrai. OK. Donc, s'il vous plaît, les parents, à ne pas acheter à vos enfants des une bonne télescopes idée. jouets. Ouais. On voit rien avec ça. Ça donne Des rien. télescopes en vente au Toys R Us, là, oubliez ça. Ouais. Hey, dis-moi donc, le fait d'avoir toujours les yeux en mouvement comme ça, est-ce que ça fait en sorte que tu me vois flou? Est-ce que tu es capable d'avoir un Ben, focus quand même? En fait, c'est au niveau de fixer l'objet. Ouais. Donc, exemple, j'essaie de fixer un objet dans un environnement, mais là, mes yeux vont bouger. Donc, ça va faire en sorte que ça va être plus difficile pour moi de focaliser. Mais dans un télescope, dans un appareil photo, il n'y a pas de problème parce que c'est un point fixe dans une lentille. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux faire de la photo, je peux faire de l'astronomie. Puis ça, évidemment, là, sans aucune problématique. Dis-moi donc, c'est quand même particulier. Dès l'âge de 5 ans, on décide de vouloir regarder le ciel, les étoiles, la lune. T'es une bébite. Les mondes de ton âge, habituellement, s'intéressent pas à ça. Pourquoi tu as choisi le ciel au lieu de... Ben, c'est bizarre parce que, en fait, tu dis que le monde s'intéresse pas à ça, mais le monde s'intéresse à ça parce que j'ai la preuve dans mon club d'astronomie à Vega. On a une section jeunesse, puis il y a des enfants de 5-6 ans qui sont membres du club, puis qui aiment ça. Ouais. Non, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est une erreur statistique. Le pourcentage n'est pas quand même très, très élevé. Il n'est pas très élevé, mais il est là quand même. Il y a un intérêt. Il y a de l'intérêt. Et qu'est-ce que ça donne? Dis-moi, qu'est-ce que ça donne de regarder dans le ciel? Ben, c'est impressionnant.
Et moi, ma passion, c'est la photo. Ouais. Donc, c'est de photographier le ciel, c'est de photographier tous les beaux objets du ciel. Donc, dans mon livre, évidemment, je mets les photos, la presque totalité des photos que vous allez avoir dans le livre, Les yeux tournés vers le ciel, que vous pouvez trouver chez Archambault, naturaliste, et aussi chez Gosselin Photo-Vidéo à Québec. La 98% des photos que j'ai, c'est moi qui les ai pris. Donc, le 2% qui reste, c'est de la NASA. Est-ce que quand on est proche du ciel, quand on est proche des étoiles, de la Lune, est-ce qu'on se dit qu'il y a une force supérieure qui a réussi à créer tout ça? C'est quoi ton point de vue sur l'univers? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut avoir quelque chose pour créer quelque chose. Ouais. Donc, partant de là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a créé autre chose. Ça peut pas être instantané. Mais accepter que c'est ça, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé. On n'était pas là pour le voir. Hein? J'étais jeune, moi te le dire, là, j'étais jeune. Et dis-moi donc, le plus grand plaisir, le jour... Parce que moi, tu sais, je vais te dire, la première fois que je fais de la radio dans ma vie, j'ai 26 ans. J'ai jamais fait de radio. Et après la première intervention radio, je sais que je vais faire ça le restant de mes jours. Oui. Si on veut bien de moi, évidemment. Parce que, contrairement à toi, tu peux regarder les astres, puis t'es pas obligé d'être payé. Ça peut être un hobby, ça peut être un loisir. Oui. C'est pas obligé de devenir un travail. Oui. Moi, je savais dès ce jour-là que c'était une passion, que j'étais pour faire ça. Le jour 1 où Philippe Moussette tombe en amour avec le ciel, ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est lors du passage de la comète d'Halley en 1986. Et ça, c'est un événement tellement important que je m'en rappelle plus. C'était quoi donc la comète d'Halley? Je m'en rappelle, mais vaguement. La comète d'Halley, c'est une comète qui passe à tous les 76 ans. Ouais. Edwin Halley avait prévu son passage et son repassage aussi, parce que il l'avait observé, mais il avait prévu évidemment son deuxième passage 76 ans plus tard. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la comète d'Halley. Et cette comète-là, est quand même assez brillante. Mais ça battra pas, exemple, la comète Hale-Bopp en 97. Non, c'est ça, parce que ça non plus, je m'en rappelle pas. Non, mais je m'en rappelle pas pantoute. Donc, mais c'est ça, celle-là avait marqué quand même, parce qu'elle se voyait très, très bien de la ville, la comète Hale-Bopp. On n'avait pas besoin d'un télescope. Non, pas besoin d'un télescope. Philippe, est-ce que tu connais l'histoire? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, les philosophes sur la planète disaient que les astres avaient des pouvoirs de telle sorte qu'il fallait tuer des chèvres, qu'il fallait couper des têtes, qu'il fallait prendre du sang des êtres humains pour calmer ce qui se passait dans le ciel. Il y a des trucs qu'on comprenait pas des astres et ça nous faisait peur. Ouais. On a juste à se rappeler les éclipses de la Lune, les éclipses solaires. Ça faisait peur au monde à l'époque. On se demandait les pourquoi. Comètes aussi. Les comètes aussi. Oui. Et les gens interprétaient ça en disant, je sais pas c'était quoi leur dieu à l'époque, mais ils se disaient, il faut combler, il faut apaiser, et ça passait par des sacrifices humains. Oui. Mais ça, je connais pas trop l'historique de je peux t'en parler, pose-moi des questions. Je connais pas trop l'historique de ça, puisque moi, comme on dit, je me concentre surtout sur le présent, sur ce qui est à observer, sur ce je comprends. C'est sur ce qui est à photographier aussi et les événements actuels. Ouais, je comprends. C'est comme pour les éclipses, c'est vrai, parce que je me rappelle quand on était au primaire, il y avait une éclipse à venir, et là, écoute, c'était la folie dans l'école. Il fallait pas regarder ça. En 94, l'éclipse solaire de 94 qu'on a très bien vu, effectivement, il nous faisait des peurs là. Il disait de pas regarder l'éclipse, de pas regarder. Que c'était dangereux pour nos yeux aussi. Oui, mais en fait, une éclipse solaire, c'est dangereux lorsque tu la regardes longtemps. Ouais. Si tu la regardes une fraction de seconde, dérange pas pantoute. Ça dérange pas pantoute, puisque de toute façon, mais la seule différence, c'est que quand l'éclipse solaire est presque totale, ça nous aveugle pas quand on regarde le soleil. Donc, on peut le regarder longtemps. C'est ça qui est dommageable pour nos yeux, quand on le regarde longtemps. Parce que si on le regarde une fraction de seconde,
il n'y a pas de problème. Si on le regarde avec des protections comme les fils solaires ou parce qu'il existe des télescopes où on peut observer le soleil. Les espèces de boîtes qu'on était... Oui, les boîtes à chaussures les aussi. Boîtes à chaussures qu'on se faisait pour regarder. Ça, c'est pas dangereux non plus. C'est il est où ton plaisir à faire ça? Qu'est-ce que ça donne, faire ça? Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que c'est intéressant puisque on voit l'immensité de l'univers. On voit l'immensité des astres. C'est vraiment beau à observer. Et surtout, ben moi, je me concentre sur la photo. J'ai plusieurs de mes photos qui ont été publiées dans des magazines, dans des revues, dans des livres, un peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça me permet évidemment d'être de continuer puis d'améliorer les photos de plus en plus. Et dis-moi donc, pour être capable d'arriver où tu en es aujourd'hui, tu as mis combien d'argent sur ta passion? Ça coûte combien s'équiper pour avoir cette passion-là? Mon équipement d'astronomie, si on compte le télescope solaire puis le télescope normal là, pour faire de la photo, c'est environ 10 000 $. Mais acceptez qu'on n'a pas besoin de tout cet équipement-là pour débuter. Ouais. Parce que là, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait au-dessus de 12 ans que j'en fais. Donc, même un peu plus. Donc, mais au départ, moi, ce que j'ai eu un Tasco 114 mm. Donc, on voyait très bien les objets du ciel profond quand même avec ce télescope-là. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir autant. Si on veut s'équiper en astronomie, à Québec, le magasin pour pouvoir s'équiper en astronomie, c'est le Naturaliste sur le chemin Sainte-Foy. Je pensais que les naturalistes, c'est des gens qui allaient se faire griller tout nus. Non, ça, c'est naturiste. OK, parfait. Moi, je dévie tout le temps les affaires. Ouais. Dis-moi donc, on te dit astronome amateur chevronné. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour t'appeler astronome professionnel? C'est quoi la différence? Astronome professionnel, c'est qu'on a étudié là-dedans. Et toi, tu n'as pas étudié? J'ai pas étudié là-dedans, non. C'est vraiment amateur, donc c'est de prendre des photos, c'est de prendre c'est de comparer, c'est de mettre en œuvre, d'observer puis d'avoir du fun. OK, ça veut dire que comme aux Olympiques, les amateurs, ils gagnent des médailles et les professionnels, ils gagnent des millions. Ouais, alors ça. Toi, tu gagnes des médailles. Des fois, les photos sont publiées, donc ils rapportent un peu, mais c'est pas... On peut pas gagner sa vie à faire ça? Non. Aucunement. C'est réglé. Aucunement. Oui. Et est-ce qu'on est capable d'avoir des amis dans son entourage qui ne trippent pas sur le ciel? Est-ce que l'ensemble de tes amis, c'est des tripeux des astres? Non. Il y a d'autres personnes qui ne trippent pas sur les astres, mais qui sont... chers pour toi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, il y a des photographes, on est plusieurs... Ben, quand, exemple, on va couvrir des événements, on est plusieurs photographes, donc on se connaît tous, etc. Donc, on n'est pas des astronomes. Es-tu toujours en train de parler de ça? Pas toujours. Non. Mais souvent. Souvent. Oui, souvent, effectivement. C'est ta passion. Oui, c'est passionnant, l'astronomie. Et la photographie aussi. C'est vrai que ça change. Je sais pas, on disait que la Lune avait un incident sur notre comportement. Qu'on était plus enclin à se donner quand c'était la pleine Lune. Est-ce que les astres ont vraiment... Parce qu'on a fait une déclinaison. Il y a les astronomes, mais il y a les astrologues. Ouais. On est ailleurs, là. Oui, on est ailleurs. Vraiment ailleurs. Oui, hein? Oui, et je me rappelle, j'ai répondu à cette question-là aussi à Denis Lévesque quand j'ai passé à son émission, puis j'ai dit, l'astrologie, là, c'est rien. C'est rien? C'est rien. Pourquoi c'est rien? C'est basé sur rien. Hey, là, tu fais de la peine à du monde, là. Tu fais de la peine à du monde. Rien. Oh, que ton entrevue achève. Tu sais qu'il y a plein de gens qui, ce matin encore, ont ouvert le journal pour savoir comment la journée était pour se passer. Oui. Et, mais c'est pas vrai. On dit que les femmes accouchent sont plus aptes à accoucher quand c'est les moments de la pleine lune. C'est pas vrai. Mais ça, il y a des crimes. Oui, le loup-garou, mettons. Ça, c'est pas de l'astrologie. L'astrologie, là, c'est quelque chose basé vraiment sur pas grand-chose parce que en fait ce qui parle vous lirez là les choses qui parlent dans les journaux là, puis vous allez voir la Lune est en Taureau, disons, ou Saturne est en Taureau. Ouais. Ben, vérifiez sur une carte voir si Saturne est en Taureau.
Pas vraiment. Donc, c'est basé sur rien, absolument rien, l'astrologie. Fait que toi, dans la vie, tu t'es dit, moi, je suis pas obligé de me faire des amis. Hein? Non, mais tu dis ce que tu penses. Ouais, c'est correct, ça. mais c'est quoi ton signe? Moi, c'est Lion. Ah bon, tu vois, tu le sais? Oui. Ça t'intéresse? Pas vraiment. Ah, et ton ascendant, c'est quoi? Aucune espèce d'idée. T'es né à quelle heure du jour ou de la nuit? 20 août 1978. À quelle heure? 13h45. Ascendant rat. T'es un rat! Ça existe même pas. OK, donc ça, c'est réglé. Ouais. Non, mais parle-moi maintenant de la Lune et de son incidence ou de... Oui, ça, la Lune ça existe, peut avoir de l'influence, effectivement. Pourquoi? Parce que la Lune... C'est magnétique? Y a-t-il quelque chose de magnétique là-dedans? Ben, en fait, la Lune peut avoir une attraction lorsqu'elle est alignée vraiment comme... la Lune aussi a de l'influence sur les marées aussi. Là. Ouais. Donc, elle a de l'influence aussi sur un petit peu autre chose, là, effectivement. Mais la Lune peut faire varier certaines choses là, sur la Terre. Mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Non, mais on le voit avec les marées. Oui. Bon, effectivement. Donc, il y a quelque chose pour les marées. Oui. Et il y a quelque chose pour les maris aussi, parce que souvent, ils sont plus cochons. Hein? Parce que quand c'est la pleine lune, la marée puis le mari, il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que le mari, à un moment donné, dans ses shorts, il y a l'ascendant taureau. Hein? Oui, c'est possible. Mais ça, on n'est pas obligé de parler de ça. Ouais. Mais parlons-en quand même. Ouais. Ça t'intéresse pas, ces affaires-là. Non, mais c'est n'importe quoi pour toi, l'astrologie, donc. Oui, l'astrologie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Et les gens qui croient à ça, tu sais que nous, quand on fait des émissions où on reçoit des gens qui sont capables de lire dans l'avenir, machin, c'est les émissions où on a le plus de téléphone. Ouais. Et sais-tu qui appelle surtout? Je sais pas. Les femmes. Ouais. Les femmes aiment beaucoup ça. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de femmes dans ta vie? Pas énormément. Mais tu devrais t'intéresser à l'astrologie. Ouais. Ah non, c'est sûr que ça marcherait. Ouais. Non, mais effectivement. Et est-ce que à la limite, c'est méprisant croire à ça? C'est pas méprisant parce que c'est quand même une croyance comme d'autres. Oui. Tu sais, mais excepté que comme c'est basé sur rien selon toi. C'est basé sur rien parce que, exemple, il y avait une entrevue à un moment donné d'un gars, d'un astronome qui parlait aussi d'une constellation qu'il avait oubliée dans l'astrologie. Ah. Orpheus. Le serpentaire. Oui. Et effectivement, c'est une constellation qui passe sur la ligne de l'écliptique. Mm-hmm. Donc, la ligne de l'écliptique, c'est la ligne où passent les planètes et la Lune et le Soleil. Oui. Et cette ligne-là contient les signes du zodiaque. Ah. Donc, le lion, le taureau, puis ainsi de suite. La Vierge et tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et sur cette ligne-là, il y a une constellation qui s'appelle Orpheus, et pour ce qui s'appelle le serpentaire. Et cette constellation-là est même pas considérée dans les 12 signes du zodiaque. Orpheus? Orpheus, oui. Ah. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est plate, tu es au monde puis tu es sous le signe de l'Orpheus. Oui. Ça te tente pas, là. Hein? Ah, ben... Mais c'est comme ça. Il n'y en a aucune pareille. Donc, la preuve que c'est pour toi pas très, très sérieux. Oui, exactement. Dis-moi, est-ce que le bouquin, est-ce que ce désir de faire les photos, machin, est-ce que ton ambition, ton rêve, c'est de devenir une référence, de vendre des bouquins, de faire plein de conférences, d'augmenter le nombre de membres de ton club? Pourquoi tu fais ça, cette affaire-là? J'en fais déjà des conférences à plusieurs endroits, surtout dans les écoles, parce que je vais souvent dans les écoles présenter des présentations là, de vulgarisation sur l'astronomie. Donc, effectivement, je vais aussi un peu partout. Donc, j'ai été demandé un peu partout là, pour donner des conférences. Donc, c'est sûr que ce domaine-là, je le connais très bien, puis je connais très bien aussi ceux qui sont là, comme exemple, Hubert Reeves est venu il y a de ça 2 semaines au Club Vega. Donc, quelque chose, hein? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un quiz? Oui. Au retour de la pause, je te pose des questions. Oui. Et tu essaies de me donner au meilleur de tes connaissances des réponses. Oui. On fait ça dans quelques instants? Oui. Tout ça ici sur le 102.9 Souvenir garanti. Bonne fin de journée. Retour dans quelques instants. Juste pour le fun. 16h23 dans le retour juste pour le fun. On a le plaisir de recevoir Philippe Moussette, un gars qui a grandi à Québec, un gars de Québec et un gars qui a toujours la tête dans les étoiles.
As-tu eu beaucoup de pénitence quand tu étais étudiant en disant « Reste avec nous, respire, reste avec nous ». T'avais-tu toujours la tête au ciel? Non. Non. Pas vraiment. Dis-moi donc, il y a quelques années, mettons dans les années fin 50, début 60, le président de l'époque des États-Unis a dit notre prochaine ambition, c'est de se retrouver sur la Lune. Oui. On a eu l'occasion de voir les gens qui se sont installés, qui ont marché sur la Lune. Certains, à l'époque, Philippe, avaient l'impression que c'était un montage. Avaient l'impression qu'on était en studio et qu'on simulait cette marche sur la Lune parce que les gens disaient c'est impossible de se retrouver sur la Lune. On y est arrivé. Plusieurs décennies plus tard, on se rend compte que ce qu'il y avait à retirer de ça, c'est terminé. Le programme américain a décidé de tout sortir ses billes. Il n'y a plus d'argent de la NASA. Il n'y a plus de voyage, enfin, beaucoup moins pour l'espace. Maintenant, le privé s'occupe de ça. Est-ce que tu crois qu'un jour, il y a du monde qui vont pouvoir aller sur Mars? Est-ce que c'est la prochaine destination envisageable pour le monde de l'espace? Ben, c'est sûr que c'est la prochaine destination envisageable, mais contrairement à la Lune, il y a un problème. C'est quoi? C'est loin un peu, hein? C'est loin. Ouais. Et aussi, il y a la Lune, on est encore correct pour y aller sans être affecté par les radiations. Ouais. Parce que notre Soleil émet du vent solaire. Et ce vent solaire-là, il y a des radiations. Et donc, il faudrait avoir des boucliers anti-radiation qui sont très, très forts dans le vaisseau. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus gros que ce qu'on est habitué d'avoir. Ouais. Puis, il faudrait que ce soit un équipage beaucoup plus gros aussi. Est-ce que, si je te pose une question sur ce que les missions ont amené comme changement sur notre planète, ce que ça a changé, les missions de la NASA, est-ce que c'est vrai que c'est eux qui nous ont fait découvrir le Velcro? Qu'est-ce que les voyages où on a été dans l'espace ont permis à l'homme de découvrir? Ben, c'est sûr que faire des expériences en apesanteur puis faire des expériences dans la station spatiale, exemple, c'est tout autre. Donc, c'est un tout autre environnement. Donc, c'est sûr que ça permet de tester des nouvelles choses, des nouveaux produits. Ouais. Mais c'est sûr que il y a des gens qui peuvent dire bon, mais à quoi ça sert là? Mais effectivement, ça a permis de tester des nouvelles choses, nouveaux produits. Puis ça a permis de faire quelques découvertes quand même. Micro-ondes, Velcro. L'apesanteur a permis de vérifier que les gens qui revenaient des voyages dans l'espace et qui avaient grandi de quelques centimètres. Et je me suis informé, au niveau de ma bisoune, je pourrais peut-être l'envoyer une semaine ou deux. C'est juste que ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais là, écoute, ça devient pas accessible, c'est clair. Mais le président de Virgin, il y a aussi Guy Laliberté. Oui. Et certains disaient ça n'a pas de bon sens d'être capable de se payer ça. Par contre, pour Guy Laliberté, la valeur médiatique de ce voyage-là a permis de parler de One Drop, a permis de parler du Cirque du Soleil. C'est un coup de marketing et ça a coûté plus cher avoir le nombre de papiers, de pages et de reportages télé que ce que ça y a coûté pour aller. Est-ce que c'est une ambition? T'aimerais ça, vivre l'espace? Ben, c'est sûr que ça serait intéressant de vivre l'espace parce que c'est de voir aussi, quand tu es, exemple, dans la navette ou dans la station spatiale, ben tu vois l'ensemble de la Terre, tu vois vraiment, là, c'est une expérience à vivre aussi, là. Mais il reste que on regarde des photos, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Non. Mais ça donne quand même une très bonne idée. Oui. Est-ce que tu as l'impression que le citron est pressé? Si le gouvernement américain a décidé de mettre moins d'argent ou d'arrêter les projets, parce que là, c'est les Soviétiques qui vont porter du ravitaillement, puis on donne ça comme en sous-traitance. C'est un peu ça maintenant à la NASA. Mais à un moment donné, ça va être dangereux parce que la sous-traitance, là, c'est de faire moins de choses avec de faire plus de choses avec moins d'argent. Donc, ça peut être dangereux des fois. Oui, mais c'est parce que le citron est pressé, peut-être, parce qu'on se dit que ça donne plus rien aller là. Ouais. Non, ben, c'est parce que il y a d'autres choses à aller faire dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, il y a effectivement des découvertes qu'on peut faire en apesanteur
pesanteur, il y a des nouveaux produits qu'on peut tester. Il y a des aussi, évidemment, il y a le voyage sur Mars qu'à un moment donné, il va falloir faire aussi. Ouais. D'ici 20 ans, ça va se faire, probablement. Ouais, mais attends un peu, là. Tu sais, il y a juste 30 ans à peine, on disait qu'en 2000, on était pour se promener avec des véhicules qui voleraient. Ouais. On serait plus obligé de marcher. Il y aurait des espèces de tapis qui nous amèneraient d'un point A à un point B. Écoute, moi, te le dire, là, hier, mon char n'a pas parti. Fait qu'on est loin des chars volants. Mon char part pas! Ouais. Oh oui, effectivement, on est loin des chars volants. Ça, c'est sûr. Mais accepter que c'est ça, il y a encore d'autres aspects, d'autres possibilités dans l'espace, là, des découvertes de possibles, puis tout ça, puis de faire en sorte d'aller plus loin aussi, là. Ça, c'est toujours le désir d'aller plus loin pour l'humain. Hein. Est-ce que la mort d'homme a fait en sorte que ça l'a modifié les plans de la NASA? C'est sûr, parce que 2 explosions, hein, une en 86 avec Challenger, puis Columbia aussi, il y a quelques années, ben ça n'a pas aidé. En direct, en plus. En direct. Challenger, c'était en direct. Ouais. Puis on commençait à voir la télé en direct là, ouais. avec Challenger. Puis Columbia, ben ça, on l'a vu se défaire parce qu'il n'avait pas vérifié les tuiles de la navette. Là. Donc la première cause de Challenger, c'était parce qu'il y avait eu un mélange. Puis la deuxième, ben c'était parce que les tuiles avaient été fendues par un morceau d'un des réacteurs. Du réacteur. Là. Et donc, c'était la première fois où, tu sais, parce qu'on se dit ces gens-là, écoute, on avait parlé à Julie Payette quelques jours après cette tragédie-là, et elle levait la main immédiatement en disant, s'il y avait une mission demain, je veux y aller. Oui. Ces gens-là ont donné leur vie, c'est du monde qui s'entraîne, ils ne pensent qu'à ça. Oui. Mais je te dirais, l'image la plus frappante des missions dans l'espace, c'était de voir dans le Journal de Québec et le Journal Le Soleil la photo d'un casque d'un des astronautes dans un champ où là, on venait de faire le constat que c'était terminé. Et c'était une image frappante dans le monde entier, comme de quoi les Américains avaient aussi des limites. Oui. Parce que dans la construction de ces vaisseaux-là, on veut pas payer le total. Non, c'est ça qui est le problème. Hein? On veut, parce que ça coûte énormément de l'argent. Fait qu'on se dit, on va y aller, parce que le standard, mettons, c'est 100%. Oui. On va y aller au plus bas standard qui va nous permettre d'être sécuritaire, plus 10%. Oui. Fait qu'on y va pas à 100%. On est juste 10% au-dessus de ce qui est acceptable. Oui. C'est épouvantable. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème, parce que là, on joue avec la vie des gens qui vont dans l'espace aussi. C'est quoi les phénomènes à venir qui te font triper? Qu'est-ce qu'il y a d'important qui se passe dans le ciel, puis on n'est pas au courant? C'est sûr que dans une semaine, il y a ce qu'on appelle le transit de Vénus. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le transit de Vénus, c'est Vénus qui va passer devant le Soleil. Donc, Attends un peu. Ouais. Vénus, comparativement à la Lune, c'est plus gros, c'est plus petit? C'est plus petit. C'est plus petit? C'est plus petit. Beaucoup plus petit? Beaucoup plus petit. En fait, visuellement, ici, sur la Terre, c'est beaucoup plus petit, mais Vénus, c'est beaucoup plus gros. Oui, c'est parce qu'elle est loin. Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, c'est plus petit, ça va passer devant le Soleil, et puis ça, c'est un événement. Oui. OK. Oui. En fait, Vénus va passer devant le Soleil à partir de 18h03. Quand ça? Mardi prochain, le 5 juin. Et c'est le deuxième transit d'une série de paires. Là, parce que le transit de Vénus, il faut le dire, le prochain va être en 2117. Je suis pas sûr d'être là, le grand. Donc, je regarde mon agenda, là. Oui. Pas sûr d'être là. Il n'y a pas grand monde qui va être là. Et ça dure combien de temps, ce spectacle-là? Ça dure, en fait, je vous dirais, là, c'est aux alentours de 6-7 heures après que Vénus va prendre pour passer le Soleil. Mais nous autres, le Soleil va se coucher puis le transit va être encore en cours.
OK. Donc, on va voir seulement la première partie à peu près, là, le premier 2-3 heures. OK, on voit la première partie, on voit pas après l'entracte, puis il n'y a pas de rappel. Non, il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de rappel cette journée-là, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on a le droit de regarder ça à l'œil nu? En fait, idéalement, il faut regarder ça avec des lunettes spécialement conçues pour ça. Des lunettes, ce qu'on appelle pour regarder des éclipses solaires. Là, on en a déjà donné 900 dernièrement à des événements comme la Journée internationale d'astronomie qu'on a tenue à Place Laurier. Ouais. Après ça, sur les plaines aussi, la Fête de la nature, donc à Hubert-Rive. Donc, on a donné 900 paires de lunettes et on va être là. Il y a des astronautes qui vont être présents dans différents lieux au niveau du Québec, mais on va parler évidemment des lieux au Québec. Donc, pour pas que j'oublie les lieux, ben je vais les lire sur ma feuille. Oui, lis-moi ça, toi. Nous autres, en fait, je vais commencer par le club de Saint-Raymond de Portneuf qui va être au Mont-Laura à partir de 17h avec des télescopes solaires. Le club Yo de Val-Bélair va être à l'Observatoire de la Découverte. Après ça, à Saint-Georges-de-Beauce, il va y avoir le club de Saint-Georges qui va être au Cégep Beauce-Appalaches sur le terrain de soccer. Après ça, il y a à Saint-Pierre-de-Montmagny où les membres du club de Saint-Pierre vont être sur le terrain ciel étoilé de Saint-Pierre. Oui, mais Philippe, attends un peu. Oui. Le monde qui sont dans un club, ils savent. Oui. Ça serait le fun d'inviter du monde qui ne connaissent pas ça. Ben, c'est pour ça qu'on fait des événements publics. C'est ça l'idée. Oui. OK. Ouais. Fait qu'il en reste deux. Oui. Sur la terrasse de Lévis, le club Mars de Lévis avec l'Observatoire Mont-Cosmos qui organise le transit là, sur la terrasse de Lévis avec plusieurs télescopes et probablement l'événement, le gros happening qui va se tenir sur les plaines, donc au kiosque des gouverneurs. Proche du kiosque des gouverneurs. Ouais. Donc, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va être plusieurs télescopes avec plusieurs télescopes solaires, dont l'ancienne lunette astronomique de l'Observatoire de Québec. Wow! Qui a, elle, réussi, qui, elle, était en fonction lors des deux derniers transits de 1872, de 1878 et 1882 et 1874. Dis-moi donc, le fait de t'intéresser à ça, t'es comme une vedette dans la région de Québec au niveau de l'astronomie. Est-ce que toutes les filles veulent coucher avec toi? Pas toutes. Pas vraiment. L'astronomie, là, je dirais que c'est un sport de gars surtout. Ah oui? Oui, parce qu'au club Vega, là, je peux vous dire une chose, là, les filles qui cherchent des gars, là, il y en a. Il y en a en astronomie. Il y en a en astronomie, des gars. Parce que, exemple, dans message est lancé. Dans la section jeunesse du club Vega, il y a 2 filles pour 28 gars. Ah oui. Et dans la section régulière, c'est à peu près, je vous dirais, on est à peu près 60. Mais sur le 60, on est à peu près 45-50 gars. OK, parfait. OK, donc c'est des filles qui cherchent l'âme sœur ou l'âme frère. Inscrivez-vous puis embarquez dans ces clubs-là. Ouais. Philippe, on va inviter les gens à se procurer ton bouquin qui s'appelle Les yeux tournés vers le ciel. Oui. Préface Hubert-Rive et Charles Tisser. Et puis les images, je te le dis, là, sont magnifique. Ouais. Si jamais il y en a qui veulent voir les images aussi sur mon site web www.philippemoussette.com. Donc ça, tous mes images sont là-dessus. Et effectivement, achetez le livre aussi. En vente chez Archambault, au Naturaliste et chez Gosselin aussi. Philippe, c'était un plaisir de te recevoir dans notre émission. On se dit-tu à bientôt? Oui, okay. N'importe quand. OK, puis rappelons que le mardi prochain, OK, Vénus va passer devant le Soleil. Oui. OK? C'est comme si mon chien passait devant ma grand-mère. Tu comprends? On voit pas grand-chose. En fait... non. Un peu. On voit juste un peu. Un peu, mais c'est juste parce que ça n'arrive pas souvent. Mais sur les plaines, si vous venez ou aux autres activités que j'ai énumérées, là, vous allez voir quelque chose parce qu'au télescope, c'est assez spectaculaire. Ah, mais parfait. Merci, Philippe, d'être passé. Au 102.9, Souvenirs garantis.